Merci en effet de m'avoir invité. Donc, je vais commencer peut-être par me présenter. Donc, je m'appelle Gwenaël Méneux. En effet, je suis un ancien ESSEC. Alors, comme on dit, au siècle dernier. Donc, je ne vais pas préciser exactement la période. J'ai un parcours qui n'est pas de pharmacien ni de médecin. Alors, je vais peut-être poser déjà la question, est-ce qu'il y a des pharmaciens et des médecins dans la salle? Il y en a. Il y en a. Alors déjà, je tiens par avance à m'excuser de certains raccourcis approximation scientifique que je vais faire. Mais je pense que le but là de cet exposé que je vais vous faire, c'est justement remettre cette notion de patient-client au cœur de la stratégie d'un laboratoire. Donc oui, pour finir, excusez-moi, j'ai un parcours qui est marketing. J'ai commencé par faire du marketing en grande consommation, plus précisément dans la cosmétique pendant 10 ans, puis après un peu de conseil en stratégie dans un cabinet américain. Et puis ça fait 4 ans donc je suis dans le laboratoire AstraZeneca, où actuellement je m'occupe de la direction, ce qui s'appelle Customer Excellence. C'est une nouvelle direction, au moins en France, qui regroupe en fait tout ce qui est support aux ventes et au marketing, dont l'objectif principal est justement d'optimiser toutes nos interactions avec les professionnels de santé. Alors là aussi, je précise, interactions non médicales. Et là, on verra, j'essaierai de le préciser dans mon exposé, c'est vrai que cette frontière entre le médical et le non médical est aussi quelque chose d'assez ténu. Donc toutes les interactions avec les professionnels de santé non médicales, que ce soit donc par la formation, donc il y a un service formation, donc formation de tous nos réseaux de visites médicales, mais aussi nos différents prestataires, que ce soit par le support aux ventes, du support plus analytique, un suivi de la performance, suivi de l'activité, suivi de l'organisation, donc ce qu'on appelle dans le jargon Salesforce Effectiveness, tout ce qui est CRM, donc Customer Relationship Management. Donc, et c'est là aussi où il y a un grand pan de notre innovation qui se joue, tout ce qui est communication digitale et autres nouveaux canaux de communication. Donc voilà, donc c'est voilà le périmètre un peu de mon activité actuelle. Pour terminer cette introduction, juste pour vous présenter en 2 mots peut-être AstraZeneca, hein, qui n'est pas obligatoirement le laboratoire le plus connu, du moins en France. C'est quand même le 5e laboratoire mondial, un chiffre d'affaires consolidé d'environ 30 milliards de dollars. Les chiffres viennent de... Pardon. Viennent d'être mis dans la presse, donc j'aurais pas de chiffres exacts à vous donner. Principalement présent dans des domaines thérapeutiques comme la cardiologie, comme le diabète, le respiratoire, l'oncologie, l'antibiothérapie, et j'en passe d'autres. Et pour terminer, donc AstraZeneca est ce qu'on appelle un pure player pharma, c'est-à-dire qu'on est ce qu'on appelle sur les innovative medicines, donc vraiment tout ce qui est médicaments remboursés, voire remboursable. Donc on ne fait pas de générique, on ne fait pas ce qu'on appelle du device, du matériel, on ne fait pas d'OTC. Donc AstraZeneca, c'est vrai, a une pure spécialisation sur les molécules innovantes. Voilà. Donc, après avoir terminé cette introduction, c'est vrai que bon, Xavier et Luce, que je ne sais plus où elle est, m'ont demandé de faire un titre un peu accrocheur. Donc j'ai essayé de reprendre mes basiques de marketing. Alors moi j'ai fait des 3 P, je dis ça s'approche des 4 P, donc payeur, prescripteur, patient, paradoxe du client. Je vais très peu vous parler de payeurs, hein. En plus, il y en a un dans la salle. Donc, ce qu'on appelle, nous, payeurs dans le jargon, que ce soit caisse, les caisses d'assurance maladie, les mutuelles. Moi, c'est vrai que ce qui m'a intéressé là dans l'approche proposée par l'ISIS et par Xavier, c'est de remettre cette notion de client dans la problématique de santé en France. Alors, il faut savoir, et j'imagine que il y a des gens qui travaillent dans le secteur de la santé. C'est vrai que la notion de client, alors aussi bien par, je dirais, pression externe, grand public,
voire même par autocensure interne, est un sujet tabou, je pense, dans l'industrie en règle générale, mais dans l'industrie pharmaceutique en particulier. C'est vrai que je pense qu'il y a une notion culturelle française, le client, c'est de se faire de l'argent sûr, c'est mal vécu. Alors encore plus quand on a une cohorte de médecins et de pharmaciens dans les affaires réglementaires, division médicale, dans les labos pharmaceutiques, où on proscrit cette notion. Donc vous voyez même, hein, sur mon périmètre, on n'a même pas osé le traduire. On est resté customer en anglais, comme ça c'est un peu plus politically correct pour la France. Moi, franchement, j'ai un avis là-dessus, c'est que le client, c'est avant tout une notion de satisfaction, hein. Xavier l'a mis en avant dans son introduction, et on n'a pas de client si on répond pas parfaitement, enfin si on n'essaye pas de s'approcher justement de cette réponse aux attentes. Donc, et c'est le but un peu de mes premiers slides, c'est déjà d'essayer de comprendre pour qui on innove. Alors, le médicament, et il y a certaines choses, je pense, que vous avez déjà bien en tête, c'est évidemment un secteur, alors, sensible, et en plus avec un nombre d'acteurs qui est relativement important. Alors, on n'est pas le seul secteur, il y a des secteurs tout aussi complexes, mais c'est vrai que touchant en plus à la santé, on rentre dans un jeu d'intermédiation qui est quand même assez complexe. Donc, on a ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, donc les payeurs, donc, qui est quand même un de nos premiers interlocuteurs dans la chaîne de santé, avec, dans un système français, un système en plus très centralisé, parisien, avec des prix négociés en amont. Hein, chaque molécule fait l'objet d'un prix négocié par ce qu'on appelle le Comité économique des produits de santé, CEPS, qui se base sur un avis qui s'appelle la commission de transparence, donc qui rend un avis sur le service médical rendu avec une gradation, hein, de 1 à 5, pour être exact. Après, en plus, avec un prix qui va être revu au fur et à mesure du cycle de vie du produit et des nouveautés sur la pathologie. Évidemment, moi, de mon point de vue, le plus souvent à la baisse. Alors, parfois, ça arrive qu'il y ait certaines hausses de prix, mais c'est très rare. Donc, avec ce prix qui va évoluer au cours du temps. Donc, ça, c'est des interlocuteurs, je dirais, des points d'entrée uniques. Bien sûr, c'est, d'une certaine façon, un premier client pour l'industrie pharmaceutique. Mais je dirais que c'est juste quand même un point d'entrée pour fixer le bon niveau de prix qui correspond au bon niveau de service médical rendu. Puis après, on a les prescripteurs. Donc prescripteurs, les médecins, hein, qui est l'unique décisionnaire dans la prise en charge du patient et qui prescrit sur la base de son diagnostic, de la connaissance du patient, hein, de l'environnement patient, de son vécu, de son historique, et des thérapies en cours sur une pathologie, que ce soit basée sur les caractéristiques produits, sur les recommandations des autorités de santé. Donc l'industrie d'ailleurs a tendance sans doute à voir trop souvent le prescripteur comme son unique client, ce qui je pense parfois biaise un peu notre vue, puisque, et on va arriver au bout de la chaîne, alors déjà entre-temps on a des vendeurs. Alors si justement vraiment des formations d'officine m'entendaient dire qu'ils sont purement des vendeurs, je pense que ça pourrait les faire crier. Mais en tout cas, dans la chaîne, c'est vraiment le distributeur de nos produits. Donc alors là aussi, c'est des raccourcis, puisque dans la nouvelle convention collective des pharmaciens, il y a tout un rôle sur le rôle de conseil du pharmacien. Mais en règle générale, il ne peut pas remettre en cause la prescription du médecin. Et par contre, c'est vrai qu'on lui donne un rôle croissant du conseil dans le bon suivi du traitement, notamment sur des pathologies chroniques et sur l'automédication. Et puis, bien sûr, en dernier lieu, on a le patient. Le patient, alors la particularité du patient français et d'autres pays, mais là on est sur la France, donc il vit dans un modèle français où la santé n'a pas de prix. Hein, ce qu'on appelle le out of the pocket est très marginal en France. Donc, contrairement à quand même pas mal de pays, que ce soit des pays, alors on connaît le modèle anglo-saxon, mais beaucoup de pays en voie de développement,
un système de santé où le out of the pocket est très important. Donc, il y a quand même cette réflexion sur est-ce que ma maladie, et quel est le prix de ma maladie, et est-ce que je dois commencer à dépenser pour traiter tel ou tel symptôme. Et là, c'est vrai quand même dans la plupart des pays, de plus en plus influencé par les médias spécialisés, grand public, voire communautaire. Et je pense que le communautaire a encore plus de place que dans d'autres industries. Et puis nous, on se situe où? Alors nous, on interagit évidemment avec les payeurs, les prescripteurs, les vendeurs. Et puis finalement, on interagit... Alors j'ai mis quand même un petit pointillé, mais on interagit vraiment très peu avec les patients. En tout cas, on ne peut pas interagir avec les patients sur de la communication sur nos produits, puisque tout ça doit rester dans les mains, notamment du prescripteur, qui est le seul habilité à prescrire une de nos molécules. Donc on peut interagir un peu, et j'en parlerai avec quelques exemples concrets avec le patient, mais sur ce qu'on appelle de l'environnement, sur ce qu'on appelle de l'éducatif, l'éducation patient sur des pathologies. Alors, pour moi, ce qui est quand même important avant de décliner une politique de service, c'est déjà de bien comprendre quelle est la mission première de son entreprise. Parce que je pense, le but de mon discours, c'est justement je ne vais pas revenir sur toute la politique d'innovation produit d'AstraZeneca, mais ne pas perdre en tête que la mission d'AstraZeneca, et là je ne me suis pas fatigué, j'ai repris le site institutionnel d'AstraZeneca, c'est avant tout la recherche, le développement, la production, la commercialisation de médicaments innovants, donc pour lutter contre les maladies parmi les plus sérieuses et répondre aux besoins de santé non satisfaits. Donc reprise des aires thérapeutiques que j'ai pu vous citer, et donc d'apporter aux patients des molécules ayant un bénéfice réel sur leur santé, avec cette balance bénéfice-risque, puisque sur toute molécule active, il y a toujours une notion de risque, d'effet indésirable, qui doit être mesurée, validée avec les autorités compétentes, et elles sont nombreuses en France. Donc, pas perdre en tête que notre métier, c'est la science, avec au bout un vrai bénéfice pour le patient. Je dis ça peut vous paraître évident, mais je pense que le risque et le danger, c'est de se mettre d'abord sur des services quand on est une industrie pharmaceutique, avant même de s'assurer qu'on a une vraie avancée thérapeutique à proposer aux patients. Alors, sur la notion de client, j'ai été moins loin que Xavier. Moi, j'ai juste ouvert mon Larousse. Enfin, on n'ouvre plus un Larousse. Maintenant, on tape sur le Larousse Online, qui donne en fait une définition assez laconique. J'ai été surpris. C'est vraiment très court. Donc, de la définition du client. Le client, c'est une personne qui reçoit d'une entreprise contre paiement des fournitures commerciales ou des services. Alors, quand on voit ça et qu'on travaille dans l'industrie pharmaceutique, déjà, il y a deux, trois mots qui font un petit peu, je dirais, qui font mal, ou en tout cas qui sonnent un peu faux. Alors, déjà, le contre-paiement. Donc, ça, dans la santé, on n'aime pas le contre-paiement. Et pourtant, le paiement, il est là, il est indirect. Bien sûr, mais il est là. Quand on va dans une pharmacie, quand on va chez son médecin d'abord, puis quand on va chez une pharmacie, certes, la plupart des fois, on ne sort pas sa carte bleue, son carnet de chèques ou son portefeuille, mais le paiement, il est quand même présent via des cotisations indirectes qui, au final, paient le coût de la santé au global en France. Donc, je dirais que ce contre-paiement, il est quand même présent en France, même s'il est de façon indirecte. Après, c'est vrai que fourniture commerciale ou service, alors où on met le médicament là-dedans, dans quelle catégorie on le range, là, c'est un peu plus difficile. Pour moi, c'est vrai qu'on est plus sur un consommable qui rend un service. Et le service, alors c'est vrai qu'il peut être parfois... je ne vais pas dire négligeable, mais déjà quand on guérit une grippe, en tout cas les symptômes d'une grippe, c'est quelque chose. Après, quand on est sur des produits d'oncologie, une trithérapie dans le HIV, on est sur une vraie notion de service
forte, impliquante, puisqu'on parle quand même de durée de vie de patient. Donc je pense que là, on est sur une vraie notion de service importante. Donc, c'est pas en conclusion, en préambule et en conclusion, on va dire préliminaire, pour moi, le patient est vraiment notre client. Nos KPI, donc nos Key Performance Indicators, c'est la santé, le bien-être, la satisfaction du patient. Hein. Et comme le disait aussi un peu Xavier, bien sûr, on est là pour guérir, mais on est là plus généralement pour générer un bien-être, un mieux-être du patient et pour avoir une satisfaction globale du client. Alors, qui passe par la molécule, qui passe évidemment par la prise en charge du patient s'il doit être hospitalisé, sachant que, heureusement, chacun des patients ne passe pas par une hospitalisation. Les limites, elles sont quand même nombreuses. Hein. On a un périmètre de prescription qui est très encadré, hein, la célèbre AMM, autorisation de mise sur le marché. Alors, vous entendez parler peut-être par les médias aussi, puisque elle est soi-disant contournée dans tous les sens, de façon voulue ou involontaire, mais en tout cas, les règles sont claires. Et comme je l'avais dit, avec pas d'interaction directe avec nos patients sur nos produits, contrairement à d'autres pays, hein, aux États-Unis notamment, où les produits remboursés sont largement promotionnés, font l'objet de publicité grand public. Alors, avant de rentrer sur quelques exemples concrets, il y a souvent une question quand on parle d'innovation et quand on parle justement de ses limites, qui aurait tendance à dire est-ce que justement cet encadrement très strict des produits de santé n'est pas ce qu'on appelle un innovation killer? Alors, il y a certaines personnes qui disent non, au contraire, c'est un innovation booster puisque ça nous force à innover. Là-dessus, en fait, je suis à peu près persuadé que c'est pas un innovation booster. Hein. Faut être bien. On n'a pas non plus un champ de jeu qui est obligatoirement infini comme dans d'autres secteurs. Par contre, j'aurais tendance à dire qu'une fois que le champ de jeu est bien défini, c'est vrai, il y a une place forte quand même à l'innovation en termes de services dans l'industrie pharmaceutique. C'est ce que chez AstraZeneca, on a voulu quand même pousser, et notamment en mettant en place une organisation qui soit adaptée à ça. Je dirais d'une certaine façon, le point important pour moi, c'est d'aller quand même dans un certain ordre, de ne pas oublier une certaine hiérarchie dans nos niveaux de service, ce que j'appelais niveaux de service, sachant que le premier, et dont je ne parlerai pas ici, puisque je ne suis pas qualifié pour le faire, c'est avant tout de fournir aux patients le meilleur traitement. Alors moi, je parle là principalement de molécules. Bien sûr, le traitement va au-delà de la simple molécule, mais pour une pathologie donnée. Et ça, si on n'a pas cet étage-là, je dirais que tout ce qui est en dessous, globalement, l'impact sera assez négligeable, puisque rien que la crédibilité du laboratoire auprès des médecins, mais par effet de capillarité auprès des patients, sera minimisée. Deuxième chose, c'est de communiquer aux médecins des informations fiables, exhaustives, sur les pathologies et les molécules, pour que le patient bénéficie du traitement le plus adapté. Alors là, l'industrie est, je dirais que d'une certaine façon, c'est normal et assez attaqué. Est-ce qu'on fournit l'information qui est suffisamment fiable, suffisamment exhaustive? Je dirais que la question a le droit d'être posée. En tout cas, on se fixe nous-mêmes en interne des exigences très fortes là-dessus. On est contrôlé, on est certifié. Et l'innovation aussi nous permet, je pense, et je vais montrer un ou deux exemples, d'être encore plus pertinent sur ce point-là. Et puis le troisième étage, et c'est là où je vais montrer le plus d'exemples, c'est une fois qu'on a rempli ces deux conditions, c'est justement apporter ces services additionnels à la fois aux médecins, à la fois pour les patients et parfois des services je dirais à la limite entre les deux pour justement faciliter parfois le dialogue médecin-patient, la communication. Et là aussi, je pense qu'un laboratoire pharmaceutique a sa place
du moment qu'il remplit les deux conditions préalables. Alors, là, je vais vous montrer quelques exemples assez concrets. Hein. C'est quelques choix, hein. Ce n'est pas une palette, là, pour le coup, exhaustive, mais d'innovation en termes de services auprès à la fois des médecins, des patients ou des relations parfois un peu plus indirectes. Là, on est dans un cas concret où, par volonté interne ou aussi de par des limites qui nous sont fixées ou qu'on se fixe, on va innover dans nos canaux de communication avec les médecins. Donc là, le cas concret, il est comment peut-on interagir avec des médecins de façon, un, plus innovante, et puis deux, en contournant le fait, ce qui nous est parfois reproché, hein, ce qu'on va appeler des conflits d'intérêts, c'est-à-dire la norme dans le métier, dans l'industrie pharmaceutique, c'est j'organise un grand congrès de médecins, 500, 1000 médecins, je les fais venir à Paris, je leur paye le transport, le logement, et je leur parle, bien sûr, de l'environnement, des pathologies, et puis après, là, je leur parle de mes molécules. Ça se fait toujours. C'est quand même quelque chose qui est, un, relativement coûteux, et deux, relativement mal vu et mal perçu, notamment en dehors de la communauté scientifique. Ce qu'on met en place depuis, je dirais, 1 ou 2 ans, c'est différents niveaux de communication à distance sur des échanges qui restent des échanges scientifiques, hein, de peer-to-peer, c'est-à-dire avec des experts du sujet qui parlent à d'autres médecins. Donc que ce soit sur des modes très descendants, c'est-à-dire type webcast, hein, avec un point, d'ailleurs c'est bien, il n'est pas à Paris, exactement, il se situe un peu au centre de la France. Donc un point descendant où des experts communiquent sur un sujet d'actualité et des sites tout en France qui écoutent et donc qui n'ont pas ici d'interaction avec le point émetteur. Après, on arrive à des systèmes plus, on va dire, interactifs, de multiplex, c'est-à-dire là où on a une vraie interconnexion entre plusieurs sites. Donc là, on a, on va dire, un site principal, mais des réponses des autres sites, voire des interventions des autres sites avec l'ensemble des émetteurs. Et puis des systèmes là hybrides qui nous permettent vraiment d'avoir des événements qui vont plus loin, je dirais, en termes de maillage géographique, puisque c'est vrai qu'un site en multiplex, ça a un coût. Déjà, ça demande à avoir un certain nombre de participants pour chaque site. Donc là, d'avoir sur ce système hybride à la fois des sites émetteurs qui peuvent interagir et des sites qui sont juste des sites récepteurs qui reçoivent l'information en streaming. Donc ça, c'est un exemple qui est un exemple d'innovation en termes de canaux de communication qui, justement, nous permet de nous diversifier, de nous différencier et de sortir du tout congrès physique qui était un peu la norme de l'industrie jusque-là. L'idée aussi, c'est, après, en termes d'offres de services, c'est vraiment d'élargir notre offre de services sur l'ensemble, donc à la fois nos prescripteurs et sur les patients. Puisque c'est vrai que notre offre de services, déjà, avait tendance à être uniquement proposée par nos réseaux de visites médicales, hein, qui était le canal privilégié avec les prescripteurs. Et puis deux, c'est vrai d'être très focusé sur les prescripteurs uniquement. Et peut-être que la notion parfois de patient avait tendance à être un peu en réduit. Donc, bien sûr, on a des services qui s'adressent principalement aux médecins. Déjà principalement aux médecins, de par leur utilisation et le niveau de connaissance qu'ils requièrent. Alors, déjà, il y a le développement de tout ce qui est réseau social dédié aux professionnels.
Donc là, une entreprise comme AstraZeneca donc, travaille avec des sociétés externes, des sociétés spécialisées. On n'est pas là pour justement modérer, s'introduire dans ces sites sociaux, ces sites communautaires. On participe à leur élaboration, on sponsorise leur élaboration, mais c'est des sites qui permettent donc aux professionnels de santé d'échanger sur leurs pratiques, hein, de se mettre en réseau, voire aussi d'échanger sur des cas patients. Et donc un service qu'on a pu développer sur les pneumologues et les cardiologues, par exemple. Bien sûr aussi des outils qui permettent de mieux diagnostiquer, hein, notamment sur le risque cardiovasculaire, des applications iPhone, par exemple, avec à peu près 7 ou 8 questions qui permettent d'avoir une approche, une première approche sur un calcul du risque cardiovasculaire assez précis sur un premier diagnostic. Ensuite, il y a tout ce que j'ai abordé sur améliorer la communication médecin-patient. Donc là, on est sur des choses souvent justement qui paraissent peu innovantes puisqu'on est sur du papier, hein, principalement. Tout simplement parce que ça peut être un ensemble, ça peut être des blocs de fiches à remettre aux patients pour justement faciliter le médecin la communication sur des pathologies qui parfois sont un peu complexes et permettre un gain de temps du médecin pour justement expliquer aux patients ce qu'est une dyslipidémie, ce qu'est une BPCO. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce genre de choses qui derrière va permettre au patient justement de mieux appréhender sa pathologie et puis de rentrer dans un suivi de son traitement plus assidu. Et puis on arrive aussi, et ça je dirais que c'est un peu plus nouveau pour un laboratoire comme AstraZeneca, sur des services pour les patients. Alors là aussi ça part de choses, on va dire, relativement basiques, hein, des types de fiches de cuisine. Quand on est sur tout ce qui est problème de cholestérol, eh ben, on rentre aussi dans tout ce qui est règles hygiéno-diététiques, à des choses, on va dire, un peu plus complexes, qui notamment, et je sais qu'il y a une grande vague de tout ce qui est serious game, mais on va développer des serious games pour les patients et ça va être développé avec ce qu'on appelle les sociétés savantes, donc des experts du sujet, sur la prise en charge du patient et surtout sur la prise en compte en fait de sa pathologie et la sensibilisation des patients de leur pathologie et de leur maladie. Alors j'ai un exemple à vous montrer. Pardon, il faut que je sorte, c'est ça, voilà. Je ne vais pas vous le passer en entier. C'est ça. Oui. Voilà. Alors c'est une petite vidéo. Donc voilà ce qu'on a mis en place et c'est actuellement en pilote en psychiatrie. Donc là on est dans le domaine une pathologie des troubles bipolaires où AstraZeneca est présent en France depuis 2 ans. Et donc sur un outil éducatif pour les patients, donc qui est relayé aussi, hein, par les médecins. Donc actuellement, c'est en test sur 300 psychiatres en France, et qui va permettre, parce que la problématique chez le patient bipolaire, c'est la reconnaissance de sa pathologie. C'est très difficile, puisque c'est des épisodes qui ne sont pas constants. Notamment la phase maniaque, autant la phase dépressive est quelque chose qui est assez facile à détecter, se rendre compte. Hein, comme on dit, on est down pendant quelques jours. Les phases maniaques sont des choses beaucoup plus difficiles à repérer pour le patient lui-même et même pour leurs proches. Donc ça, c'est vraiment un outil éducatif qui a été fait à la fois pour les patients, mais aussi pour leur famille, pour bien faire comprendre en fonction des différentes interactions sociales, mais aussi quand on est tout seul dans son appartement, qu'on va faire tel exercice ou telle activité,
des risques encourus sur l'humeur et justement des possibilités d'être dans des phases maniaques ou des phases dépressives, ou alors au contraire de rester sur ce qu'on peut appeler des phases neutres, avec à la fin, je crois que je vais y arriver directement, hop, le petit bilan qui permet d'échanger après avec son médecin, donc de dire, bah voilà, là j'étais dans une période, j'étais à peu près neutre, et puis j'ai eu un épisode, enfin, mon avatar a eu un épisode maniaque, et de comprendre quels peuvent être les symptômes déclencheurs de ces épisodes. Donc voilà le genre de choses qu'on peut faire en termes de service patient. Bien sûr, tout ça se faisant avec des experts du sujet. Je vais revenir. Innovation en termes de service, pour moi aussi, l'innovation, c'est la convergence. Très important parce que sur un secteur comme le nôtre, je pense qu'il y a beaucoup de tentatives, d'essais qui se font à droite à gauche, en plus qui sont dépendants, comme je disais, de certains profils médecins, hein, des psychiatres, des cardiologues, des médecins généralistes. L'important pour nous, c'est aussi d'avoir une cohérence de messages et une convergence de nos services. Donc, entre autres, en outil de convergence, on a un site qui s'appelle medclick.fr, donc qui est un site réservé aux professionnels de santé. Hein, médecins à tous les médecins, du moment qu'ils ont un numéro professionnel, qui est clairement un site brandé. Hein. Il n'a pas vocation à être un site de référence. C'est pas le Vidal, c'est autre site de référence. Donc il est clairement estampillé AstraZeneca. Il y a l'information produit, hein, si ça intéresse les gens, mais principalement c'est un site de services qui regroupe aussi bien des services qui vont faciliter la pratique du médecin, avec des vidéos d'experts, des échelles qui permettent justement, comme je vous ai montré sur les risques cardiovasculaires, là on est sur une échelle justement pour tout ce qui est troubles schizophréniques et troubles bipolaires. Et l'ensemble aussi qui regroupe l'ensemble des services pour les patients, hein, outils justement de sensibilisation sur les pathologies. Alors là, j'ai mis un slide bien compliqué justement pour montrer qu'on fait des choses très complexes. Notre approche aussi, j'ai montré en montrant tout ce qui était multiplex, webcast, d'avoir des approches innovantes sur les canaux de communication. Une problématique aussi qu'on a bien sûr, enfin, qui est double, c'est comment approcher des médecins qui globalement sont peu visible par les canaux traditionnels, visite médicale classique, hein, qui a aussi ses détracteurs, et aussi, bien sûr, avec une notion économique à un coût moindre que peut l'être un coût de visite médicale classique. Donc ce qu'on essaie de mettre en place, c'est ces opérations, ce qu'on appelle multicanal. Alors même, je dirais, au-delà d'ailleurs, c'est plutôt des programmes, puisqu'on essaie vraiment de s'inscrire dans la durée. Je dirais que la règle, et je ne vais pas rentrer là aussi dans les détails, la règle pour nous, c'est vraiment de proposer donc, des contacts à distance, mais qui soient, de qualité, avec un séquencement dans le temps pour laisser justement le temps au médecin de s'approprier les différents services, et puis surtout, et c'est un peu la première partie là, de lui laisser la main. C'est-à-dire que, bien sûr, on va le solliciter, hein, on va l'appeler. Alors, ça commence par un premier contact téléphonique. On lui présente ce programme, hein, programme de service, qui va, s'il accepte, on va lui envoyer un certain nombre de services qui soient en format digitaux, voire en format papier, si on est encore sur des personnes qui préfèrent le papier, et avec un séquencement dans le temps. Et puis, le médecin, s'il refuse au premier coup, sera sorti et ne rentrera pas dans ce programme, et on lui proposera alors, ou bien de la visite médicale classique s'il l'accepte, ou bien d'autres types d'interactions.
Mais ce refus peut être aussi se placer plus loin dans le temps, et dans quel cas, là aussi, il aura la main pour sortir de ce programme. Ensuite, après plusieurs envois, il sera recontacté pour lui présenter une nouvelle série de services. Et puis, on pourra même jusqu'à lui proposer ce qu'on appelle un appel d'e-detailing, où là, on va rentrer vraiment dans une communication à distance, mais là, sur le produit, si ça l'intéresse, avec une visite plus longue à distance qui se fait sur une plateforme, où là, on lui parlera de pathologie et de produits, que ce soit dans la cardiologie ou dans le respiratoire, par exemple. L'objectif de tout ça, je vous ai montré vraiment quelques exemples de ce qu'on peut faire. L'objectif de tout ça, c'est évidemment d'étoffer, c'est un peu cette rosace, en termes de moyens de communication et de différents types de services qu'on peut proposer à nos prescripteurs, à nos patients, avec en rouge ce qu'on va dire les moyens un peu les plus innovants. L'objectif, et c'est un peu justement mon rôle au sein d'AstraZeneca, c'est de rendre cette offre le plus cohérente possible, le plus pertinente pour notre client final, qui est le patient, je le répète. C'est-à-dire qu'il y ait vraiment un apport qui soit réel, voire même mesuré pour le patient au final, ne serait-ce qu'une meilleure observance de son traitement. C'est peut-être tout bête, mais le fait de ne pas oublier au 3e jour de prendre son traitement, c'est déjà un service rendu au patient. Et qui nous permettent aussi, bien sûr, de pouvoir toucher un large public, aussi bien de prescripteurs que de patients. Alors je terminerai sur quelques conseils, c'est peut-être un petit peu présomptueux. Au moins, c'est des conseils qu'on s'applique à nous. C'est la première chose, moi, que j'essaye de m'appliquer. C'est et j'ai essayé de le montrer, ne jamais perdre de vue la mission première de l'entreprise. La mission première d'AstraZeneca, ce n'est pas de fournir des sites internet, des webcasts, des multiplexes aux médecins. On n'est pas une agence d'événementiel, on n'est pas une agence de service. Notre mission première, c'est de fournir des molécules innovantes qui apportent un vrai bénéfice pour les patients. Donc ça reste notre mission. Et une fois que cette mission-là est remplie, là, on peut déployer une politique de service qui accompagne ces molécules. Deuxièmement, c'est ce que j'appelle le tone from the top et les objectifs partagés au sein de l'entreprise et après l'impact sur l'organisation. Ce qui est assez essentiel, c'est d'avoir quand même une vision commune, je dirais même un peu descendante donc, du senior management là-dessus, puisque tous ces services, ces innovations, on va être très clair, l'impact à court terme, il est très faible. Il y aura toujours plus d'impact à mettre une pression de visite médicale, à acheter de la presse spécialisée, bon, même si la presse actuellement médicale ne se porte pas très bien. Voilà, on n'est pas sur du KPI à court terme. Il faut qu'il y ait vraiment une vision un peu plus long terme. Un site, en termes de recrutement, notamment sur les professionnels de santé, ça demande du temps. On n'est pas tout de suite sur des taux de visite énormes. Surtout quand on demande aux médecins de s'authentifier sur nos sites internet. Donc voilà, il faut que ça soit quand même une vision qui vienne d'en haut. Il faut que ce soit des objectifs qui soient partagés au sein de toute l'entreprise, médical, marketing, vente, affaires réglementaires, enfin tous les services qui composent une industrie pharmaceutique. Et puis il y a un impact sur l'organisation, et donc moi je l'ai vécu puisque il a été décidé donc, au cours de l'année dernière de consolider justement tous ces services qui participaient à cette innovation et qui étaient disséminés dans différents départements par ailleurs au sein d'une direction donc, qui s'appelle Customer Excellence qui vraiment mobilise toute cette optimisation des interactions avec les professionnels de santé. Donc là aussi, je pense que l'organisation qu'on met en place pour cette politique de service est dominante et est importante, puisque sinon, c'est de l'expertise qui est disséminée aux quatre coins de l'entreprise.
Pas sous-estimer les petites innovations. Mettre en... C'est important parce que je pense que chaque entreprise, et dans l'industrie pharma, puisqu'on a aussi cette culture de la molécule, du blockbuster, de dire si on n'a pas the big thing, globalement, on n'est pas sur une innovation. Là, je pense que c'est important, c'est déjà se baser sur les insights clients, sur la perception du médecin, et puis de ne pas avoir peur de dire, par exemple, des petits blocs comme ça qui expliquent, qui vont faciliter au médecin la compréhension pour le patient de qu'est-ce qu'une exploration, j'ai pris un exemple, exploration fonctionnelle respiratoire, rien que ça, c'est une innovation. C'est vrai qu'on ne va pas révolutionner le monde de la science avec ça, mais quand c'est bien perçu, c'est bien accueilli et par le médecin et par le patient, on est sur une innovation. Et donc, c'est ce genre d'accumulation de petites innovations qui peuvent faire aussi la différence. Et puis, c'est mon dernier point, la mesure constante de l'intérêt de la satisfaction du client. C'est parfois un point qu'on néglige en lançant un grand nombre d'innovations, en se basant sur des a priori, même en interne, notamment justement quand on avait pas mal de médecins en interne, on dit ah bah oui, ça me servirait dans ma pratique. Donc c'est très bien. Par contre, le suivi a posteriori, notamment de la satisfaction du médecin, surtout qu'on peut être dans un modèle qui est très réactif, c'est-à-dire on va délivrer tel service pendant 4-5 semaines, et puis on se rend compte qu'il n'y a pas un intérêt fort de ce service, eh bien on va changer. Le tout, c'est d'anticiper ça, c'est d'avoir un portefeuille, ce qu'on va appeler de services important, et puis d'être en constante évolution là-dessus. Mais ça me demande des outils de mesure, que ce soit des recall tests, que ce soit des enquêtes d'impact sur des cohortes de médecins, que ce soit en amont des focus group, mais tout ça, c'est vraiment pour moi, c'est essentiel dans une politique de service qui soit pertinente pour nos clients. Eh bien, j'en ai fini. Je vous remercie de votre attention et puis je suis ouvert à vos questions. Alors, on va prendre quelques questions pendant que M. Masson peut s'installer. Oui. Je vais débarrasser le... Ça marche. Ok. Non, une petite question sur le... Au fond, le médecin, il est quand même... la question, elle est double. Bon, il y a la médecine hospitalière, la médecine de ville, je dirais. Libérale, oui. Et donc, libérale, ce que vous avez raconté vise plus dans mon interprétation de la médecine libérale que la médecine hospitalière. Et donc, il y a une petite question ouverte. Quid, en ce qui concerne la médecine hospitalière, c'est toujours les congrès traditionnels ou pas. Mais la question est... Mais la médecine libérale, elle est contrainte par le temps. Et là, vous allez lui proposer des interfaces nouveaux, des sites web, des webconférences, etc. Mais vous êtes en concurrence. Et chacun des prescripteurs va tenter de lui proposer un ensemble de services. Et du même coup, au bout d'un moment, il y aura saturation de ces services. Et on ne voit pas l'émergence d'un espèce de portail médecin qui lui permettrait d'avoir accès à l'ensemble des services de l'ensemble des laboratoires, et l'idée n'est pas venue à un laboratoire de créer ce portail universel qui ouvre même l'entrée à la concurrence, ce qui permettrait aux médecins d'avoir un seul type d'interface pour accéder à ces informations. Alors, sur la première notion, donc médecine hospitalière, médecine libérale, oui, la plupart des exemples que je vous ai montrés s'adressent plutôt à la médecine libérale, même si en termes justement de canaux de communication du type multiplex webcast, c'est des choses qu'on utilise aussi bien pour les médecins hospitaliers que la médecine libérale. Alors c'est vrai que l'ensemble des services qui sont notamment des services qui permettent, oui, un gain de temps pour le médecin libéral, que ce soit un gain de temps avec son patient ou un gain de temps parce qu'il n'aura pas une visite d'un visiteur médical pendant 10 minutes, mais une visite au téléphone de 2 minutes, s'adresse plutôt à la médecine libérale. La relation avec le médecin hospitalier, c'est vrai qu'elle je dirais qu'elle est plus complexe, en tout cas elle est différente. Je ne sais pas si elle est obligatoirement plus complexe. Déjà, le médecin hospitalier, je ne vais pas vous l'apprendre, mais il n'a pas obligatoirement de bureau, il se déplace dans des couloirs, il est mobile.
contrairement au médecin libéral. Donc, bon, des solutions de mobilité, on en a tous, mais ça répond à des choses un peu plus complexes. Mais on est dessus. Excusez-moi. Pour ce qui est du site de référence multilabo, multiservice, alors, je dirais qu'il y a des tentatives, je peux même les citer. Il y a Univadis qui existe. Univadis étant un site développé par un laboratoire qui s'appelle MSD et qui se veut aussi un site neutre en termes d'information plutôt sur les produits plus que de services. Bon. Là-dessus, je sais que, alors sans donner de secret, je sais que MSD a dépensé beaucoup d'argent là-dessus. Je pense qu'ils reviennent aussi, ils reviennent là-dessus parce que c'est vrai que c'est de l'argent qu'ils dépensent pour l'ensemble de la communauté de l'industrie pharmaceutique, ce qui est très louable. Mais je pense qu'avec la pression qu'on peut avoir sur nos coûts dans l'industrie de santé, qui est assez limite. Alors, oui, pourquoi pas. Après, c'est qui le paye, c'est toujours la question. Si, comme la formation médicale continue, qui est maintenant, donc, sur lesquels le laboratoire ne doit plus intervenir, bon, il y a une taxe qui se crée là-dessus. Je dis pourquoi pas. Pour l'instant, c'est vrai que ça reste dans les mains des initiatives des laboratoires, qui aussi ne veulent pas dépenser pour l'ensemble de l'industrie. Oui, bonjour. C'est une question qui s'adresse autant à vous qu'à votre prédécesseur, M. Pavis. Si j'essaye de résumer un peu ce que j'ai compris des deux interventions, M. Pavis nous dit pour que vos patients soient satisfaits lorsqu'ils viennent se faire opérer, il faut changer les rideaux de leur chambre, pour faire simple. Et vous nous dites... C'est un peu résumé. Ou de beaux rideaux. C'est un peu ce que j'ai entendu. Le double rideau. C'est effectivement un peu caricatural. Et pour ce qui concerne l'intervention d'AstraZeneca, j'entends... nos patients sont importants. D'ailleurs, on va discuter avec tout le monde, sauf avec eux. Eux, on va leur donner un petit jeu, de façon à ce qu'ils puissent se distraire pendant le temps de leur maladie. Je lisais hier un article qui parlait d'une notion, alors excusez mon accent, qui s'appelle l'empowerment, quelque chose comme ça, où un certain nombre de personnes disaient que si l'on voulait soigner mieux et moins cher, il était peut-être utile de décider avec le patient d'un protocole de soins qui serait déterminé en fonction des cibles, des attentes de ce patient. Donc voilà, j'ai l'impression, c'est cette espèce d'écart monumental entre ce que je lisais hier et ce que j'entends aujourd'hui qui m'a marqué. Je me disais qu'il y avait dans le monde de l'entreprise deux types d'entreprises, des entreprises qui prennent leurs clients pour des partenaires et d'autres qui les prennent pour des payeurs. J'allais dire des pigeons, mais... donc je voulais savoir... Tout d'abord, très rapidement, ce que simplement nous pouvons répondre de ça, c'est qu'il faut comprendre, dans l'introduction que j'ai faite, la démonstration d'une évolution d'un système de santé qui part simplement du « j'ai le droit à la santé en France et globalement j'ai pas de concurrence », je caricature aussi, mais c'est globalement ça, à « je peux maintenant avoir le choix dans les différents axes de concurrence ». Et on va avoir une démonstration certainement avec les générales de santé qui, à côté de ça, peut avoir un Orpea, à côté de ça, peut avoir un hôpital, à côté de ça, peut avoir une clinique. On travaille beaucoup, par exemple, avec les groupements hospitaliers des mutualités françaises qui disent « nous, on ne gagne pas d'argent, n'empêche que mon concurrent, c'est la PHP, mon concurrent, c'est la clinique privée ». Donc comment je me différencie ? Globalement, si j'ai une intervention relativement basique et je ne me base pas sur la qualité du médecin en tant que tel, il faut bien que je me différencie sur certains éléments. Et les éléments sont non cliniques. Et nous avons besoin de comprendre, et j'ai fait exprès de montrer des éléments, des exemples étrangers, pour dire que cette compréhension-là de la médecine qui est à la fois patient, à la fois client, et on n'a pas honte de parler des deux, et on voit bien dans l'intervention de non, on n'utilise pas, etc., que cet esprit-là et l'évolution vers laquelle on a, c'est bien
de s'autoriser à dire que l'on a une patientèle, des patients et un client en même temps. On peut effectivement s'autoriser ça. Maintenant, ce qui me semblait manquer dans l'intervention, c'est l'aspect comment fait-on pour faire en sorte de nouer ce partenariat avec ce client pour donner à l'ensemble des patients une dimension Absolument. Qui soit celle d'un client tel qu'on les trouve aujourd'hui, c'est-à-dire des clients informés, responsables. Alors, et il me semblait que dans le domaine sur lequel nous étions tous, le fait de parier sur l'intelligence de notre client n'était peut-être pas un mauvais choix. Et la perception de la qualité lorsqu'on se fait hospitaliser, c'est peut-être aussi... pourrait peut-être s'améliorer en travaillant sur cette montée en puissance de ce client, cette appropriation de ce qui va se passer et du service qu'on va lui rendre. Alors vous avez parlé de Gwenaël, et puis après on passe sur votre présentation. Alors là-dessus, juste pour répondre au premier point, je pense que j'ai été clair là-dessus. Pour nous, le premier indicateur, c'est clairement le bien-être, la guérison du patient. Hein. Ce n'est pas la couleur des rideaux, la couleur de la boîte. On n'a jamais travaillé un packaging dans l'industrie pharmaceutique, sinon ça serait. Les couleurs, justement, ne sont pas notre raison d'être principale. Donc, clairement, c'est l'apport pour le patient qui est au cœur de nos préoccupations. Alors, c'est vrai, ce qui est... Je dirais d'une certaine façon, où je comprends le point, le lien est assez indirect, parce que globalement, si le patient n'est pas guéri, il ne va pas appeler le laboratoire en disant vous êtes des charlatans. Il va d'abord taper sur son médecin. Hein, c'est le premier truc. Vous, docteur, vous ne m'avez pas guéri. Donc, c'est vrai que là, on rentre dans cette relation indirecte avec le médecin, et c'est le médecin qui va être en première ligne. Et donc, si les patients ne sont pas contents, le médecin va se retourner sur le laboratoire. Deuxième chose, par rapport au côté éducation du patient, et ce que j'entends un peu derrière, c'est élevons le patient, éduquons-le, rendons-le plus intelligent. Je suis tout à fait d'accord. Dans la théorie, c'est formidable. Je vous propose juste de prendre les résumés caractéristiques produits de la molécule la plus simple qui existe, peut-être de l'aspirine par exemple. C'est 20 pages. C'est tout un nombre de contre-indications que même les médecins ont du mal à maîtriser. Donc, l'éducation, elle doit faire partie de notre métier. Après, il y a, je pense, quand même une limite à la connaissance et à l'intégration de toute la connaissance de la pharmacopée en général, et qui passe obligatoirement par un expert et par un médecin qui va pouvoir intégrer cette connaissance un peu globale, et derrière va pouvoir essayer de la canaliser, de la vulgariser pour un patient. L'éducation directe d'un laboratoire, voire même d'autorités plus, on va dire, moins commerciales, directement au patient, sur l'ensemble des molécules, j'y crois pas. Je vous le dis comme je pense. Voilà. Merci beaucoup.